Alors, depuis 2022, plusieurs épisodes témoignent à différentes échelles de la militarisation du monde, qu'il s'agisse de l'Ukraine, par exemple, de Taïwan, de la Palestine. C'est un indicateur des rivalités impérialistes à l'échelle de la planète et des contradictions profondes du capitalisme. On peut y voir l'accélération d'une période commencée en 2008, avec la crise économique mondiale, le durcissement des rivalités commerciales, une montée du protectionnisme et de l'interventionnisme, et un tournant autoritaire et d'austérité, mais qui a pris un nouveau tour depuis 2022. Les rapports de force sont prêts à passer de l'économique au militaire, et on peut, je pense légitimement, s'interroger sur une potentielle généralisation des conflits régionaux. Des investissements de plus en plus grands sont faits par les différentes puissances dans la production nationale et surtout militaire. La militarisation, sous couvert de protéger les intérêts des populations, par exemple sous des termes comme guerre existentielle, défense de la démocratie ou lutte contre le fascisme, elle permet à certaines fractions de capitalistes un enrichissement, qu'il soit immédiat, comme pour les industriels de l'armement, ou futur pour les capitalistes qui s'engagent déjà dans les reconstructions, pendant que ce sont les peuples qui trinquent. Alors on va essayer de répondre avec notre point de vue de travailleurs et travailleuses du secteur de l'armement à un certain nombre de questions sur la militarisation en cours. Comment les conflits ont-ils relancé la production militaire ? Comment la concurrence entre industriels influe-t-elle sur les reconfigurations impérialistes ? Et est-ce qu'on est en train de basculer dans une économie de guerre ? Alors fin 2023, début 2024, moi je suis retombé dans le monde sur une vague de protestations d'intellectuels libéraux, atlantistes ou européistes sur le recul de l'aide à l'Ukraine. Et force est de constater que depuis le début de l'année 2024, une partie de leurs vœux ont été exaucés, marquant de nouvelles étapes dans la militarisation du monde. Fin 2023, par exemple, les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à prêter à l'Ukraine des F-16 américains, avec l'aval des États-Unis. La France court après, mais avec un certain retard et en ayant eu du mal à convaincre, avec ses Mirage 2000-5, un fleuron des années 90-2000 de Dassault. Dans les deux cas, ce sont des matériels de haute technologie qui impliquent la formation des pilotes ukrainiens et l'envoi sur le terrain de spécialistes au sol. Ceci alors que la France, comme les États-Unis, avait longtemps refusé de fournir des aéronefs militaires, prétextant le risque d'une escalade avec la Russie. Ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés de commencer à former auparavant les pilotes et les opérateurs au sol au cas où. De même, les Occidentaux avaient refusé initialement de livrer des armes de longue portée ou demandé un engagement formel de l'Ukraine de ne pas s'en servir pour frapper le territoire russe. C'était trop peu, selon une partie de la bourgeoisie et des armées occidentales. Début 2024, une coalition artillerie s'est formée sous direction des États-Unis d'Amérique et de la France. La France avait déjà livré des canons César de Nexter, des pièces d'artillerie. Elle est allée plus loin depuis avec des bombes, des missiles air-sol 2ASM de Safran capables d'être emportés sous les avions soviétiques de l'Ukraine et des missiles longue portée. Des armes donc qui, malgré tous les engagements et protestations des uns et des autres, peuvent être utilisées pour frapper le territoire de la Fédération de Russie et ont commencé à l'être avec certitude dès juin 2024 avec un accord conditionné des Occidentaux. On voit donc qu'il y a eu des basculements depuis 2022 sur le conflit ukrainien, avec petit à petit des armes plus modernes, plus avancées technologiquement qui sont proposées à l'Ukraine, des canons César dès mi-2022, des avions et des missiles longue portée ou plus modernes depuis début 2024. Et dans le même temps, on constate une levée de restrictions sur l'usage de matériel exporté vers l'Ukraine. De son côté, la Russie a relancé un complexe militaro-industriel en partie vétuste, relance, certes, mais en basculant dans une économie de guerre, elle a entraîné une forte inflation et imposé des restrictions drastiques à sa population. L'armement ne passe d'ailleurs pas seulement par les armes ou les véhicules, mais aussi par la guerre de l'informatique, de l'information, de l'électronique, qui sont des piliers de la guerre moderne. On peut citer les cyberattaques sur les télécommunications civiles et militaires ou les réseaux énergétiques, avec de lourdes conséquences par exemple pour les hôpitaux. Des canaux Telegram de désinformation, l'usage de drones, de technologies d'imagerie, de communication, de renseignement, etc. La capacité à neutraliser des infrastructures entières par des cyberattaques est devenue un nerf de la guerre depuis des décennies. Quant à l'Ukraine, elle veut faire de la guerre électronique un atout dans le conflit, ainsi qu'un fonds de commerce à bas coût, quitte à faire concurrence à l'Occident. Les dernières années ont aussi été marquées par la résurgence de tensions et de démonstrations de force entre capitalistes nationaux sur fond de crise économique, notamment au Moyen-Orient ou dans le Pacifique. En fait, c'est le monde entier qui semble se réarmer au service des intérêts impérialistes, de l'extension et de la défense des zones d'influence. Je vais, par exemple, rapidement évoquer la relation entre... Juliette, on ne prend pas de photos dans ce nouveau. Oui, mais de la salle, de la salle on peut. Pas de la tribune, mais pas de la tribune. Ouais. Ok, merci Juliette, impec. Pas de mal, désolé, je me suis interrompu. Pardon. Je parlais de la résurgence des tensions et le monde entier semble se réarmer.
Je vais par exemple rapidement évoquer la relation entre la France et l'État d'Israël sur l'armement. Il n'est pas facile d'estimer la fluctuation des livraisons de matériel militaire de la France vers Israël dans les 2 dernières années. La France n'est pas le principal partenaire d'Israël, ça c'est sûr. Elle ne lui consacre que 0,2% de ses exportations de matériel militaire en valeur monétaire. Mais les ventes existent. Surtout, les ministres ont beau jeu de dire que la France ne vend pas d'armes à Israël, mais elle lui vend le nerf de la guerre, des composants, des équipements de haute technologie, des pièces très spécifiques de munitions, par exemple via l'entreprise Eurolinks, des équipements critiques de sous-marins, par exemple ce qu'on appelle des centrales inertielles, ou tout autre matériel dit à double usage, c'est-à-dire qui peut être utilisé à la fois pour le civil ou le militaire, par exemple du matériel de blindage, d'imagerie longue distance, d'observation satellite, du matériel que le gouvernement français assure neutraliser pour ne pouvoir servir qu'à la défense, mais on peut juger de ce que cela implique ou non lorsque la France et les États-Unis considèrent que l'incursion ukrainienne en Russie fait partie de la guerre défensive. Pour les capitalistes, il y a un grand principe qui est inamovible, la guerre ne doit pas faire obstacle aux affaires. En France, une majorité de la bourgeoisie assume une posture va-t-en-guerre contre la Russie, derrière laquelle on peut voir les intérêts d'une industrie largement tournée vers la défense et qui veut se montrer plus disposée à défendre l'Ukraine que ne le serait l'Allemagne, à qui on reproche de surcroît sa dépendance au gaz russe, ou les États-Unis. Mais dans tous les pays, une partie des entreprises a continué à contourner un embargo intéressant pour ses intérêts. La Russie a su trouver le relais de l'Inde pour continuer à exporter son pétrole, par exemple. Plus encore, certaines entreprises livrent à la Russie des composants militaires. C'est le cas en particulier de Thales et de Safran en France. Après l'invasion de la Crimée en 2014, Thales a continué à livrer du matériel militaire à la Russie, prétextant des contrats préalables. Le groupe a d'ailleurs retenté le coup cette année en livrant des composants de drones à l'État d'Israël, plus précisément des transpondeurs pour les drones Hermes d'Elbit Systems, mais le colis a été bloqué à la douane. Comme le révélait l'UMA en juin 2023, puis d'autres dans les mois qui ont suivi, de nouvelles livraisons de Safran ou Thales vers la Russie ont eu lieu depuis février 2022, en utilisant cette fois un nouveau prétexte, dont j'ai déjà un peu parlé, celui des composants à double usage. En fait, l'excuse, c'est nous avons livré des composants qui peuvent être utilisés à la fois dans le civil et dans le militaire, mais nous les livrons pour le civil et nous déclinons toute responsabilité si la Russie les utilise à des fins militaires. Enfin, toujours selon l'UMA, il semble qu'on peut contourner l'embargo en passant par des intermédiaires dans des pays tiers. C'est d'ailleurs une bonne habitude française que de vendre des armes aux deux parties. Pendant des décennies, la France a armé à la fois l'Inde et le Pakistan. En 2001-2002, on s'est entretué avec des armes bleu-blanc-rouge de part et d'autre, je dis cocorico. D'ailleurs, les guerres servent, dans une certaine mesure, de vitrine publicitaire pour les exportations. En 2023, les fournisseurs français ont enregistré un record de nouvelles commandes de 20,3 milliards d'euros, mélange d'exports et de commandes nationales. Sur les 30 milliards d'euros de commandes des 2 dernières années, la plupart vont aux 9 grands groupes. 10 milliards d'euros pour le seul Airbus, 6 milliards pour Thales, 5 milliards pour Dassault. En janvier 2024, on atteignait déjà 14 milliards de nouvelles commandes pour l'année, selon le magazine L'Usine Nouvelle. À titre de comparaison, la moyenne sous le quinquennat Hollande était de 9 milliards et 15 milliards d'euros sous le premier quinquennat Macron. Cet usage de la guerre vitrine entraîne par ailleurs des rivalités économiques entre les fournisseurs militaires. En effet, les puissances occidentales peuvent se donner l'image d'alliés soudés pour la défense de la démocratie, elles n'en avancent pas moins en ordre dispersé, chacune essayant de tirer son épingle du jeu dans les reconfigurations de l'impérialisme. On assiste en particulier à une bataille entre l'Europe et les États-Unis pour la conquête des marchés ukrainiens. En 2023, l'Europe aurait dépassé les États-Unis en termes de montant de l'aide totale, de l'aide financière globale, 160 milliards d'euros contre 100 milliards si on se réfère aux chiffres de mai 2024. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'aide militaire, où on est plutôt à 65 milliards pour les États-Unis et seulement, entre guillemets, 48 milliards d'euros pour l'Europe. Pardon. Donc, de chaque côté de l'Atlantique, il s'agit de s'imposer comme les partenaires les plus fiables pour l'Ukraine. L'Allemagne, cependant, à certains égards, elle semble souhaiter s'extirper des plans européens pour financer ses propres plans d'aide. Un moyen peut-être d'avoir de la latitude politique et économique à l'intérieur du pays, mais peut-être aussi de pouvoir librement concurrencer la vitrine diplomatique et militaire française pour se constituer sa propre vitrine de défense, par exemple en mettant en avant ses chars Léopard 2. En tout cas, en profitant des hésitations des États-Unis, la France et l'Allemagne ont pu, dans les débuts 2024, bien fanfaronner, se réclamer les plus fidèles soutiens à l'Ukraine, conclure de possiblement juteux partenariats, en particulier en fondant des joint ventures en Ukraine, en particulier dans le domaine de la défense. On peut citer aussi l'opposition d'une partie des pays européens à l'Europe de la défense voulue notamment par la France, parce qu'ils bénéficient de contreparties économiques à l'achat de matériel américain. Ainsi, en même temps qu'elle négocie avec la Belgique et le Danemark pour des F-16 américains, l'Ukraine a aussi négocié avec la Suède pour des avions Gripen, moins coûteux et demandant moins de formation.
Mais la Suède a été contrainte de renoncer à son projet sous la pression d'alliés ayant des intérêts liés aux F-16 américains, en particulier la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. L'Allemagne, elle s'oppose historiquement à l'Europe de la défense, mais sa bourgeoisie n'est pas unie sur le sujet. Par exemple, la collaboration européenne arrange bien KNDS, Nexter en France, un groupe franco-allemand qui a conclu cette année un juteux contrat de joint venture avec l'Ukraine. Je vais faire une dernière illustration de la violente concurrence économique interimpérialiste avec la question de l'interconnectivité. En fait, vendre un produit, c'est s'assurer un monopole sur bien d'autres et créer ainsi un marché captif. L'exemple de l'aviation militaire, c'est le mieux connu. Vendre un avion militaire, c'est aussi vendre un radar, des contre-mesures, s'approcher d'un monopole sur les capteurs et les munitions embarquées, les systèmes de communication, etc. Parce qu'on les a conçus spécifiquement pour l'avion du pays et qu'il n'est pas évident d'adapter d'autres systèmes, d'autres constructeurs sur l'avion. Pour autant, tout ce que je viens de dire ne doit pas laisser entendre que la question de l'armement serait complètement business as usual, avec des conflits lointains dont les impérialismes occidentaux seraient principalement les fournisseurs d'armes ou au pire livreraient une guerre par procuration. On peut se poser la question, tout en nuançant, si l'explosion des budgets militaires avec l'explosion des budgets militaires, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train de basculer vers une économie de guerre et quelles en sont les conséquences pour les travailleurs ? Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, l'industrie de l'armement en particulier se porte très bien, avec des budgets dédiés à l'armée qui explosent, des carnets de commandes remplis sur des années ou la construction de nouvelles usines. En 2023, les dépenses mondiales militaires ont atteint 2234 milliards d'euros, c'est tellement grand que j'arrive pas à le dire, 7% de plus qu'en 2022 qui avait déjà été une année record avec 2130 milliards d'euros, soit déjà une augmentation de 3,7% par rapport à 2021. Rien qu'en Europe, c'est 372 milliards d'euros de dépenses, 10% de plus qu'en 2022, qui était déjà 13% plus haut que 2021. Clairement, si vous êtes un capitaliste, il valait mieux investir dans ce domaine où les valeurs boursières de groupes comme Dassault ou Thales ont doublé en 3 ans, là où le CAC 40 n'a augmenté, entre guillemets, que de 6,7% dans la même période. Alors, on a beaucoup parlé l'année dernière de la loi de programmation militaire qui va passer à 413 milliards d'euros les dépenses militaires de la France pour les 7 années à venir, avec une hausse de 6-7% par an et 40% en plus sur 5 ans par rapport aux 5 dernières années. Cette hausse, elle est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2022, la France avait déjà le premier budget militaire de l'Union européenne, 48 milliards d'euros, devant l'Allemagne à 40 milliards et loin devant l'Italie à 25 milliards. En Allemagne, il y a un tournant vers la défense avec le vote en 2022 d'un large budget de modernisation à 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée et en faire, dit Olaf Scholz, la première d'Europe et atteindre les 2% du PIB demandés par l'OTAN. Ceci se fait au prix d'un déficit commercial, en particulier auprès des États-Unis. L'UE dans son ensemble s'est dotée d'un fonds de 5 milliards d'euros qui pourrait augmenter jusqu'à 17 milliards d'euros pour l'aide à l'Ukraine. Les États-Unis, par contre, ne vont augmenter leur budget militaire que de 3%, pour la bagatelle de 886 milliards d'euros. Kamala Harris prétendait, il y a quelques jours au Congrès démocrate, assurer que les États-Unis aient les forces combatives les plus fortes et les plus létales du monde si elle est élue. Ça promet. La Russie, passée en économie de guerre, a augmenté son budget militaire de près de 70% depuis 2014, soit un tiers de son budget total, même si, rapporté aux États-Unis, cela ne constitue qu'un dixième du budget de défense américain. La Chine poursuit son rattrapage sur les États-Unis, mais reste à un tiers de leur budget. Le Japon a consacré un budget record à l'armement en 2022, même en le rapportant au PIB du pays. Taïwan et le Japon ont tous deux augmenté leur budget de 11% en 2022. La Pologne a doublé son budget depuis 2014, pas son budget, mais la proportion de ses dépenses militaires par rapport à son PIB depuis 2014, devenant le pays le plus dépensier de l'UE relativement à son PIB. La Finlande a connu la plus grosse augmentation sur un an, plus 36% entre 2021 et 2022. L'État d'Israël consacre 20% de son budget à l'armement, l'Ukraine 58%. On peut aussi brosser un portrait des puissances exportatrices. Les États-Unis représentent toujours plus de 40% des exportations mondiales, 300 milliards d'euros en 2021. La France, troisième avant 2014, est passée deuxième en 2022 avec 11% des exportations, au coude à coude avec la Russie. Elle a augmenté ses ventes de 44% sur 2018-2022 par rapport à 2013-2017, en particulier grâce aux ventes du Rafale. Et ça, c'est avant les effets de la guerre en Ukraine. Des puissances de second rang tirent leur épingle du jeu des exportations, comme la Corée du Sud, qui a relancé son industrie depuis des tensions avec la Corée du Nord il y a 10 ans
et conclut un juteux partenariat de 9 milliards d'euros de matériel avec la Pologne en 2022 pour des chars et des canons. Ou Israël, qui a vendu un dispositif pour la défense anti-aérienne allemande à hauteur de 4 milliards d'euros. L'Inde, premier importateur mondial, investit massivement dans le Made in India et vend à la Russie pour contourner les sanctions. Les budgets destinés à l'Ukraine sont par ailleurs impressionnants, mais à nuancer, avec certaines inflexions économiques et des blocages politiques. Depuis 2022, l'OTAN dépense la somme faramineuse de 40 milliards d'euros par an pour l'Ukraine, avec en tête des fournisseurs les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les États-Unis sont loin devant, 46 milliards au total depuis le début de la guerre, mais les républicains ont bloqué pendant des mois un paquet d'aide en 2023-2024, à hauteur tout de même de 56 milliards d'euros et finalement adopté en avril. Pour l'année 2024, l'Allemagne annonce 8 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine, ce qui correspond sensiblement au montant de 2022 et 2023. Mais elle annonce aussi d'ores et déjà qu'elle compte descendre à la moitié en 2025. Le Royaume-Uni, lui, annonce 3 milliards d'aides pour 2024-2025. En tout, l'Union européenne a apporté 27 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2022-2023. Certains pronostics annoncent un montant de 30 milliards d'euros pour la seule année 2024, mais ça paraît discutable. La France est seulement le 13e livreur mondial, le 13e livreur mondial à destination de l'Ukraine à ce jour. Elle promet de monter jusqu'à 3 milliards d'euros en 2024, mais la petite blague, le fonds alloué n'était au 5 août et selon le quotidien Le Monde que de 400 millions d'euros, soit presque 10 fois moins. Ça paraît compliqué. On constate tout de même, avec ce que je viens de dire, qu'il y a une inflexion depuis quelques années, et en particulier depuis 2 ans, une concentration des efforts dans le militaire et dans ce qu'on appelle les technologies souveraines, dans les pays impérialistes et dans des puissances régionales, et on peut se demander jusqu'où cette inflexion se poursuivra. La bourgeoisie française souhaite mettre en valeur son lourd complexe militaro-industriel, 9 grands groupes dont Dassault, Thales, MBDA, Safran, Nexter, auxquels s'ajoutent plus de 4000 PME et start-up, soit un total de 210 000 emplois dans l'industrie de défense. Le Monde cite l'exemple d'Eurenco, fabricant d'explosifs, qui voit un brusque investissement d'État et une relocalisation de son activité jusqu'ici presque à l'arrêt et délocalisée dans plusieurs pays européens. Le Monde cite aussi l'exemple de du partenaire d'Eurenco, Aresia, qui a reçu des commandes massives de corps de bombes. Mais aussi une illustration de ratage, l'entreprise Les Forges de Tarbes, qui fabrique les corps de bombes des obus pour les canons César de Nexter, pièce maîtresse des livraisons à l'Ukraine, peinerait à investir suffisamment pour honorer ses commandes, l'État ayant apparemment négligé d'y investir. Une première preuve, peut-être, que la machine de l'économie de guerre n'est pas encore bien rodée. Les industriels, en particulier les grands groupes, demeurent d'ailleurs prudents. Loin d'être entraînés par un élan de générosité envers le peuple ukrainien, ils gardent la tête froide et attendent qu'on leur montre l'argent. À l'instar d'Olivier Andriès, directeur général de Safran, qui s'interrogeait en février, alors que le gouvernement l'incitait à accélérer la production de missiles de ASM. Mais quelles sont les commandes ? Nous n'allons pas investir comme ça. En effet, il faut bien rassurer les investisseurs qui attendent un retour sur leur argent. Alors l'État propose un donnant-donnant. Augmenter considérablement les investissements d'État pour les 9 grands groupes, principaux maîtres d'œuvre pour les autres entreprises et vitrines à l'étranger, en échange de quoi ces groupes doivent produire sans attendre les commandes, quitte à manquer de débouchés pour certains produits. Ils ont donc investi massivement dans les matières premières, commencé à passer des commandes aux PME et à pousser les murs. MBDA, par exemple, lancé 2,4 milliards d'euros d'investissement, stocké 15 fois sa consommation annuelle d'acier, fait passer certains sites de production en 3x8. Dans mon open space, chez Safran, concernés par un projet à destination de l'Ukraine, on commençait à se sentir un peu à l'étroit il y a quelques mois. Ces groupes profitent aussi du conflit pour s'implanter en Ukraine, notamment via des joint ventures avec des entreprises ukrainiennes. Il s'agit aussi d'augmenter les cadences, triplement de la production chez MBDA, doublement de la production de radars GM200 pour Thales, quasi-doublement de la production de canons César pour Nexter, accélération de la production de ASM chez Safran. Mais il faut souligner que les stocks se sont aussi dégarnis depuis la fin de la guerre froide et que les pays veulent les reconstituer, ce qui représente la plus grosse partie de leurs dépenses. Sans nier que cette reconstitution des stocks passe aussi par une modernisation. La taille des arsenals et des parcs de véhicules n'augmente pas, mais par contre leur niveau technologique si. C'est ainsi qu'il faut nuancer aussi la valeur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Par exemple, sur la somme de 111 milliards de dépenses des USA en aide à l'Ukraine jusqu'à mi-2024, plus de la moitié, 67 milliards, vont en réalité financer directement le complexe militaro-industriel américain, et en particulier le renouvellement de matériel de l'armée, ainsi que des opérations de renseignement et de sécurité. C'est d'ailleurs toute une comédie côté français. Divers jeux comptables sont réalisés pour grossir le montant des aides de la France afin d'apparaître comme plus généreux envers l'Ukraine. En avril 2024,
La France pointait seulement, selon le prestigieux Kiel Institute, à la 16e place des montants de l'aide militaire depuis 2022, avec 600 millions d'euros, loin derrière les États-Unis, 46 milliards depuis février 2022, l'Allemagne, 18 milliards d'euros, ou le Royaume-Uni. La France, elle, estime à 4 milliards d'euros ses dépenses, donc presque 10 fois plus. La principale astuce, c'est de ne pas inclure dans les estimations la valeur des produits effectivement livrés à l'Ukraine, mais la valeur des produits qui sont rachetés pour les remplacer dans l'arsenal français, qui, comme je viens de le dire, sont plus modernes et valent en moyenne 3 fois plus, voire quasiment 30 fois plus, dans le cas des missiles Acheron qui vont remplacer les missiles Milan. Mieux, ces donations à l'Ukraine sont déductibles auprès de la Facilité européenne pour la paix, qui se charge de fournir l'Ukraine en matériel, et les industriels ne se présentent pas pour présenter un déductible du vieux au prix du neuf. Il faut donc nuancer les propos va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, qui sont en partie des effets d'annonce et visent aussi à affaiblir ses rivaux politiques en France. En fait, si les appels à l'économie de guerre comme ceux d'Emmanuel Macron ne manquent pas, les dirigeants occidentaux tergiversent encore. Les livraisons d'armes à l'Ukraine prennent du retard sur les délais annoncés, les fonds alloués sont moins élevés que réclamés par Zelensky et promis par les Occidentaux. Économie de guerre d'ailleurs, ça implique quand même une mobilisation générale de l'appareil productif dans la production militaire, des réquisitions de la main-d'œuvre et du matériel et une réallocation considérable des budgets au profit des forces armées. À ce titre, il semble admis que seules la Russie, l'Ukraine et Israël sont entrés en économie de guerre depuis 2022. Il faut relativiser la hausse des budgets militaires aussi. Les dépenses américaines demeurent bien inférieures à celles de leur guerre en Afghanistan et en Irak. Rapportées au PIB, les dépenses militaires américaines ont largement baissé depuis la guerre de Corée, passant de 14% en 1952 à seulement 3,5% aujourd'hui, avec quelques rebonds assez relatifs finalement pour le Vietnam, la course à l'armement des années 80 ou l'Afghanistan. Si le budget militaire de la France ne cesse d'augmenter et reste loin le premier d'Europe, il devrait demeurer relativement stable par rapport au PIB, autour de 2% contre 1,8% depuis des années. Comme dans la plupart des pays du reste. À l'échelle mondiale, les dépenses militaires ne représentent que 2,3% du PIB mondial, loin des 5 à 6% consacrés à la défense pendant la guerre froide. Il s'agit encore beaucoup d'un renouvellement des stocks de 1991 ou d'un rattrapage pour les nations de second plan. En plus, il reste des réticences et des obstacles divers à la mise en place d'une économie de guerre, au point que le ministre des Armées, Le Cornu, parle d'une économie de guerre à 2 vitesses. L'économie militaire française, pilotée depuis des années presque exclusivement par le Rafale, a du mal à se diversifier, à se restaurer et à se réadapter à une guerre dite de haute intensité. Je vais prendre plusieurs exemples, en particulier du côté des tanks. Le char Leclerc, sa production a été quasiment abandonnée, parce que la production des chars lourds a été quasiment abandonnée, car ils sont jugés inadaptés dans un contexte de guerre asymétrique qui était la norme avant 2022. Il y a une rénovation en cours de route qui est en cours, mais elle est jugée petit bras par des analystes militaires, et selon eux, elle ne permet pas de tenir compte finement des évolutions tactiques de la guerre depuis 10 ans. Chez Nexter, il faut aussi repasser du programme Scorpion, qui était plus massivement investi depuis quelques années, au programme César, qui était un peu délaissé, mais est devenu un symbole et une bonne part de marché grâce à la guerre en Ukraine. Les tanks sont aussi un des exemples les plus marquants d'anarchie dans la production militaire, avec une multitude de projets concurrents et parfois des rivalités au sein d'un même pays, en particulier l'Allemagne, avec des concurrences entre Rheinmetall et KMW. Les banques hésiteraient encore à investir dans l'industrie de défense, du moins si l'on en croit le ministre Le Cornu qui a piqué une colère en mai en menaçant de révéler le nom des banques refusant de financer le renouveau de l'industrie. C'est tout de même à nuancer, car la Fédération des banques françaises a plaidé en janvier à Bruxelles pour des protections et des exceptions à certaines réglementations lorsqu'il s'agit des investissements de défense. Donc, ils y réfléchissent, voire ils ont bien commencé à investir. Dans une certaine mesure, la relance militaire, et notamment la guerre en Ukraine, rencontre l'opposition de certaines franges de la bourgeoisie. On peut citer les soutiens du Parti républicain aux États-Unis, qui a bloqué pendant des mois un paquet d'aide à l'Ukraine en 2023-2024, ou de Viktor Orban en Hongrie, qui semble vouloir restaurer des relations économiques avec la Russie et flatter un électorat qui répugne aux dépenses extérieures. On peut citer aussi les pénuries de matières premières et de composants électroniques, conséquence du Covid et des tensions dans le Pacifique. La logistique de fourniture de matériel lourd à l'Ukraine à travers l'Europe peine à être mise en œuvre. Il y a des bagarres internes sur des questions de souveraineté technologique et de propriété intellectuelle. Alors, je vais parler rapidement du transfert technologique. C'est le concept qui consiste à choisir soigneusement ce qu'on livre ou pas à une puissance étrangère. Et c'est souvent la cause de dissensions entre les industriels qui veulent être payés de plus et l'administration d'État qui
se montre généralement plus prudente. Quant aux bagarres entre industriels, on peut citer le projet SCAF, l'avion de combat du futur, qui a pris beaucoup de retard, en particulier du fait de bagarres de propriété et de prérogatives entre Dassault et Airbus. Ces bagarres sont aussi une des principales explications pour la difficile mise en place des joint ventures en Ukraine, comme l'entreprise de maintenance de chars entre Nexter et un partenaire ukrainien. On peut aussi parler des ressources. Il y a des difficultés de recrutement, des départs de travailleurs expérimentés qui semblent assez inédits. On se retrouve avec des augmentations de cadence ou de la charge, mais qui ne parviennent pas à soutenir les commandes ou qui revoient à la baisse les exigences de production. Sur mon site, des enquêtes auprès du personnel et les discussions avec les collègues montrent des griefs sur l'augmentation, intenable en pratique, de la charge de travail, tandis que les plus anciens se plaignent beaucoup de la baisse de qualité, les boîtes cherchant aussi à contourner le plus possible les procédures de qualification avec un certain aval de l'administration d'État pour pouvoir produire plus vite. Les industries ont d'ailleurs des hésitations à acheter, à recruter, à produire, par exemple en conséquence, comme je l'ai déjà dit, des zigzags diplomatiques de la France qui semblent hésiter à investir, ou d'incertitudes dans la planification de la production. Dans mon service, on manque du matériel informatique qui permettrait de répondre aux commandes dans les délais prévus et on achète tout à la dernière minute, voire très en retard. Sur le cas des ressources humaines, il n'y a pour l'instant ni la réquisition dont parlait le ministère des Armées en mars, ni un recrutement massif. Même en surcharge, on est trop peu nombreux sur certains métiers pour faire le travail, mais le recrutement est redescendu après 2023 et l'entreprise refuse de recruter les prestataires et sous-traitants qui partent. Les salariés expérimentés comme les prestats sont parfois débauchés par un des 8 autres grands groupes, les 9 s'entrepiant faute de parvenir à recruter depuis l'extérieur. La moyenne d'âge de mon équipe a été considérablement réduite, non seulement parce qu'on recrute des jeunes, mais aussi avec les départs de sous-traitants ou de salariés expérimentés. Ce qui fait qu'on confie des tâches techniques avancées à de jeunes, voire très jeunes employés. Les collègues adhèrent relativement peu par ailleurs au discours de l'armement et de l'intérêt national, de la course à l'armement et de l'intérêt national, que la direction n'ose pas trop mettre en avant, préférant soulever le bon cadre de travail, les prestations du comité d'entreprise, la flexibilité des horaires pour les cadres, etc. L'adhésion à un discours souverainiste est néanmoins assez prégnante, même chez les collègues plutôt de gauche. Donc voilà, j'ai essayé de dresser un tableau un peu général des dynamiques de l'industrie aujourd'hui. Je laisse la parole à ma camarade pour décrire, à partir de nos expériences, les conséquences de ces dynamiques sur le quotidien des travailleurs de l'armement aujourd'hui. Merci. Oui, du coup, moi je vais effectivement discuter un peu plus de comment ça se passe directement dans les boîtes, même si le camarade a commencé un peu à l'évoquer. Le produit un peu phare de l'industrie militaire française, on l'a dit, c'est le Rafale de Dassault. Et bon, ça tombe bien, parce que moi c'est effectivement dans une usine Dassault que je bosse, sur le Rafale d'ailleurs, même si pour l'instant c'est chez un sous-traitant. Pour présenter un peu rapidement la situation de Dassault côté militaire, c'était 211 Rafales dans le carnet de commande fin 2023 pour 164 un an plus tôt, donc quand même un petit progrès. Aux dernières nouvelles, là on était à 223 commandes à assurer, donc il y en a eu quand même quelques-unes qui se sont rajoutées en début d'année. Et il y a un mois, c'était un peu les chiffres il y a un mois, et avec des espoirs de nouveaux contrats, avec notamment la Colombie, le Pérou et la Serbie, qui s'ajouteront peut-être, on touche du bois, à la liste des clients, je plaisante, on ne touche pas du bois, à la liste des clients qui comptent évidemment la France, donc, mais aussi les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Indonésie, le Qatar, l'Inde ou encore la Grèce. Donc ça c'est les commandes qui sont passées, les commandes à assurer, très bien. Mais à contrario, les 2 dernières années, donc 2022-2023, Dassault n'a livré respectivement que 14 et 13 Rafales. Donc ce qui saute un peu évidemment aux yeux, c'est qu'il y a une petite disproportion entre les commandes et les livraisons. Les commandes augmentent beaucoup plus vite que la production de Rafale n'est assurée. Donc Dassault s'inquiète un peu forcément de ne pas être en capacité d'honorer rapidement ses engagements et de perdre de potentiels clients suite à des lenteurs qui effraieraient du coup ces potentiels acheteurs. La première cause de cet écart, c'est évidemment la gourmandise de Dassault qui prend plus de commandes que ses capacités de production. Mais bon, ça, c'est plutôt attendu dans une économie capitaliste. On va pas s'étonner qu'ils agissent comme ça. La seconde raison, c'est une production en dessous des estimations de Dassault. Pour 2023, c'était 15 livraisons qui étaient prévues, donc 2 de plus que ce qui a été effectivement fait. 15 sur 60, c'est quand même pas tout à fait le résultat attendu. Il manque quand même 45
Rafale pour assurer toutes les commandes de passer dans l'année. Il aurait fallu produire donc 3 fois plus que ce que Dassault espérait pour égaler les commandes. Et alors Trappier, donc, qui est le PDG de Dassault, il a beau pérorer régulièrement que ce serait pas du tout un problème de passer en cadence 4, c'est-à-dire en fait 4 Rafales produits par mois. Aujourd'hui, eh bien, on nous en parle au moins depuis 2 ans dans la boîte d'un passage à cette cadence et on en est encore assez loin. Et en croire les dernières communications officielles de Trappier, l'objectif pour la fin d'année, c'est quand même plutôt la cadence 3. Donc 3 rafales par mois. À l'en croire, donc, Trappier, la responsabilité principale de ce retard, c'est évidemment la sous-traitance. Ah là là, ces salauds de sous-traitants qui sont incapables de livrer à temps. Alors, c'est en bonne partie tout à fait vrai, d'ailleurs, il y a des vrais problèmes dans la sous-traitance. Et pour cause, avec le Covid, Dassault a laissé tomber une partie de ses sous-traitants et eux-mêmes, au prétexte de difficultés réelles, exagérées ou prétendues, ont licencié ou fermé boutique. Alors forcément, quand juste après la production repart plein ballon, forcément ça coince, quoi. On n'est pas en capacité d'assurer le truc. On le constate régulièrement, on a des pièces qui sont produites en amont de l'usine qui viennent régulièrement à manquer dans les livraisons. Par exemple, exemple un peu concret, il y a des pièces que je dois normalement percer et fraiser avec le reste d'autres pièces pour préparer leur montage. Je les ai toujours reçues avec des mois de retard, donc forcément on les perce séparément. Du coup ça c'est pas une très bonne chose, quoi, parce que des pièces percées séparément, quand elles sont semblées être percées ensemble, il y a un risque de malfaçon, que les perçages tombent pas exactement pile poil au même endroit, dont on se rend compte forcément très tardivement, alors que l'avion est déjà bien avancé dans la production, entraînant plus de retard et plus de risques de malfaçon, et donc plus de retard et parfois même la commande de nouvelles pièces, puisque quand les pièces ne vont pas, il faut en recommander des nouvelles, qui peinent encore plus à arriver forcément du coup. Et parfois la livraison elle est assurée, c'est très bien, mais les pièces arrivent non conformes. Des collègues ont reçu plusieurs pièces trop petites, qu'ils ne pouvaient donc pas monter, puis ces mêmes pièces, sûrement suite à une volonté d'éviter le problème, sont arrivées trop grandes. Trop grandes, c'est pas grave, on va les ajuster. Donc dans le premier cas, elles ont été renvoyées, et dans le second cas, il a bien fallu qu'on ajuste ces pièces-là, ce qui a rajouté une bonne journée de travail à certains collègues. Et là encore, ça comporte aussi des risques de malfaçon, parce que surtout quand une pièce est légèrement courbe, enfin galbée, l'ajuster, c'est quand même risqué d'avoir la courbure qui ne matche pas tout à fait comme il faut. Et donc il y a un risque de malfaçon qu'on ignore suite à notre intervention, quoi. Bon, mais ces problèmes ne sont pas tellement le fait d'une incompétence particulière des travailleurs sous-traitants. La preuve, Dassault a de plus en plus recours à la sous-traitance. Donc si franchement la sous-traitance c'était que des nuls, que fait Dassault, quoi. Mais déjà, le système même de la sous-traitance génère ce genre de problème. Pour remporter des appels d'offres, les boîtes de sous-traitance, elles sont en concurrence et rognent surtout, à commencer évidemment par nos conditions de travail et nos salaires, et promettent la tenue d'objectifs au mieux optimistes. Voilà. Charge à elle ensuite de recruter et de former suffisamment de monde et de garantir donc le matos nécessaire dès le contrat obtenu. Parce que oui, en fait, quand tu es une entreprise de sous-traitance, tu te positionnes sur un marché, mais tu commences pas à embaucher et acheter du matériel si tu n'es pas sûr d'avoir le contrat. Donc, dès que tu as le contrat, il faut foncer chez Leroy Merlin, acheter toutes les machines, tout ça. Ça prend du retard, quoi. Et comme tout retard de livraison est facturé par Dassault, la pression à la production elle est mise sur les travailleurs, évidemment. Dans ces conditions, c'est assez logique de comprendre qu'il y a des problèmes de qualité et des retards dans la production. C'est pas très surprenant. Et forcément, tous ces problèmes se répètent et s'accumulent à chaque étape. Donc oui, effectivement, la chaîne de production peine à tenir les objectifs fixés par Dassault. Mais même du côté des collègues de Dassault, ça coince. Il n'y a pas que les sous-traitants qui ont du mal. Entre le manque d'effectifs et de matériel, y compris parfois de bâtis, donc c'est les trucs sur lesquels on monte les pièces pour les percer, les ajuster ou les assembler, Dassault n'est en réalité pas du tout capable de tenir cette fameuse cadence 4. Trappier nous ment, faut le dire.
Et ça conduit à des situations absurdes dans lesquelles nous, on doit livrer à Dassault dans des temps très courts des pièces, pour qu'au final, ces pièces, elles s'entassent, sans quoi Dassault facture un retard pour une livraison dont ils ne peuvent même pas faire quoi que ce soit avant au moins une semaine, voire plusieurs semaines. Donc les pièces prennent la poussière, mais au moins on a livré, donc on n'est pas facturé pour le retard. C'est super. Et donc nous, évidemment, la pression. Voilà, donc de notre côté, c'est la course pour tenir le rythme. Certains collègues sont passés en journée longue permanente, faisant 6h, 15h tous les jours, avec une demi-heure pour manger. Donc en gros, ils font 42h50 enfin 42h30 du coup, pardon, de travail par semaine, ce qui est un peu lourd comme charge. Et chaque phase de production, elle a été ramenée à 5 jours. Donc on doit finir notre boulot en 5 jours. Bon, à titre d'exemple, perso, c'était un objectif avant de 4 jours et demi pour faire une demi-voilure, gauche ou droite. Les voilures, c'est les ailes, hein, voilà. C'est peut-être pas évident. Maintenant, je dois faire une voilure complète, donc la gauche et la droite, en 5 jours. Voilà. La phase suivante, la plus longue pour mon équipe, elle était censée prendre 9 jours, ce qui était déjà assez compliqué à tenir. Donc maintenant, ils doivent faire ça en 5 jours. Voilà, c'est simple. Donc les effectifs de ce poste ont été doublés, ce qui certes a permis de réduire les temps, mais pas autant que voulu. Certains temps de collage, de séchage des pièces doivent être respectés, donc voilà, ça coince un peu. Alors on nous a promis de nouvelles machines, vu que certaines aujourd'hui sont utilisées par 4 personnes, parfois en même temps, et de nouveaux outillages mieux conçus pour permettre d'effectuer plus d'opérations plus vite et prétendument de façon moins pénible. Bon, mais ça fait des mois qu'on nous le promet et c'est sans cesse repoussé, donc voilà. Et en attendant, la charge de boulot, elle est déjà là, hein, c'est pas... Voilà. Moi, perso, ce que je redoute même, c'est qu'une fois ces nouveaux outils arrivés, s'ils arrivent un jour, on nous demande non plus de tenir la cadence 4, mais d'aller un peu plus loin, puisque vous tenez déjà la cadence 4 sans les nouvelles machines. Donc avec les nouvelles, ça va aller, ça va rouler, pas de souci. Et bon, évidemment, tout ça, parfois, ça crée aussi des tensions au sein de l'équipe. Chaque retard d'une phase, ça prend sur le temps de la phase suivante, quoi. Et comme on n'a que 2 contrôleurs, donc les contrôleurs, c'est les gens qui vérifient que les pièces vont bien, enfin que tout est bien fait, dont un qui est encore en formation, c'est parfois la guerre entre nous pour obtenir un contrôle rapidement, puisqu'on en a souvent tous besoin à peu près en même temps. Et chaque retouche demandée par le contrôleur fait un peu l'objet parfois de négociations pour dire ah non, ça franchement, on pourrait quand même, ça pourrait passer, nanana. Bon. Et donc on prend encore beaucoup de temps, y compris parce que les retouches, ça prend du temps, c'est risqué de faire une malfaçon, machin. Bon. On a eu quelques engueulades entre les collègues, notamment au sujet de matériel commun, pour savoir qui serait prioritaire et qui devrait attendre, prenant donc du retard du retard qu'il faudrait forcément rattraper à un moment. À l'inverse, quand le matin, le chef nous annonce les retards que certaines phases ont pris et le programme qui nous est annoncé, on a quand même parfois plusieurs collègues, y compris parmi ceux qui font le plus de reproches aux autres sur leur retard, qui prennent un peu le parti des collègues pour faire comprendre au chef que ce qu'ils demandent là, c'est quand même un peu impossible. Donc on a un peu les deux faces de la pièce, quoi. Des fois, on a quand même des engueulades ou quoi, mais il y a une forme de solidarité en disant wow, non là, c'est juste pas tenable ce qu'on nous demande, donc c'est normal qu'il y ait des retards. Donc voilà, ni tout blanc, ni tout noir, quoi. Bon, évidemment, le recrutement est aussi en partie responsable des difficultés à tenir les cadences. Déjà parce que la main-d'œuvre manque. L'aéronautique, puisque Dassault c'est certes du militaire, mais c'est aussi de l'aéronautique, est vraiment repartie à très grande vitesse, y compris dans le civil, après la période du Covid. Bon, si Airbus, il me semble, aujourd'hui commence à ralentir, voire arrête son recrutement, Dassault et de nombreux sous-traitants sont toujours en recherche de nombreux ouvriers et peinent à recruter suffisamment. Pour autant, la loi de l'offre et de la demande ne semble pas tellement avoir fait gonfler les salaires des jeunes embauchés. Les formations CQPM, certificat de qualification paritaire de la métallurgie, fournissent régulièrement de nouvelles recrues, souvent en contrat avec une entreprise pour laquelle elles doivent bosser au moins 6 mois. En général, ça va être du CDD ou de l'intérim ou du CDI intérimaire, enfin CDI. À peine en stage, ils se retrouvent à être utilisés comme main-d'œuvre supplémentaire et leur formation passe complètement après le fait d'être rentabilisée.
S'ils ont de la chance, ils seront en stage sur un poste intéressant, mais bon, ça c'est vraiment s'ils ont du bol. Sinon, ils seront là où on a besoin de monde peu qualifié, sans forcément de rapport avec le boulot auquel ils se forment, ni forcément avec beaucoup d'intérêt. On est bien loin de la promesse qui nous est faite en formation des 6 semaines servant à nous faire progresser en travaillant dans les conditions réelles de l'usine. Bon, non, c'est pas ça. Et une fois sorti de formation, bon, la plupart quand même, on se retrouve avec des postes qui sont adaptés à notre diplôme, mais il faut encore être formé, ce qui implique de prendre le temps de bien montrer le poste. Déjà parce que les formations ont été revues au minimum possible. Avant, elles pouvaient prendre 6 mois, 1 an. Maintenant, c'est 3 mois de formation. Donc forcément, on a renié quelque part. Mais y compris parce que chaque poste a des spécificités, des difficultés. Donc, il y a un temps de formation qui est nécessaire. C'est assez logique, quand même. Et même une fois autonome, il faut encore un peu de temps pour vraiment être à l'aise et tenir les objectifs sans faire j'allais dire de conneries, mais de malfaçon, quoi. Bon. Au-delà des CQPM, on forme aussi évidemment des ajusteurs, puisque c'est l'essentiel du métier, c'est des ajusteurs monteurs, donc des ajusteurs plus expérimentés, avec lesquels les temps de formation sont forcément un peu plus courts, mais ils sont rares. Et de toute façon, les cadences ont déjà accéléré, donc les embauches, elles arrivent de toute façon trop tard, elles n'ont pas été suffisamment anticipées. Alors bien sûr, ça a été rendu plus difficile par la pénurie de main-d'œuvre, mais avant de trop plaindre nos patrons qui galèrent à recruter, rappelons qu'ils ont massivement licencié ou pas renouvelé de contrat en 2020 pendant le Covid et arrêté tous les financements de formation. Donc bon, c'est un peu leur faute, quoi. Voilà. Mais de fait, la pénurie, elle a freiné effectivement les embauches et a même encouragé un phénomène qui s'est développé là, ces derniers mois, dernière année, d'entrepillage entre les boîtes de l'aéronautique. Dassault, bien sûr, bon, ce n'est pas une surprise, a utilisé et continue d'utiliser la sous-traitance comme un vivier de recrutement, embauchant une partie des travailleurs qui bossent déjà indirectement dans l'entreprise. Mais même au sein des boîtes de sous-traitance, ce pillage, il a cours. Nous, on avait notamment vu des anciens collègues revenir dans l'usine avec de nouvelles couleurs, ce qui est accueilli de façon variable par des collègues en fonction du collègue qui a été débauché et des collègues qui en parlent. Il y en a certains qui vivent assez mal de voir ces traîtres partir à la concurrence, mais d'autres sont contents, évidemment, quand ce collègue a de meilleures conditions de travail. Bon, c'est d'autant plus le cas ces derniers mois parce que le nombre de boîtes bossant pour Dassault, y compris sur site, a vraiment augmenté. On a vraiment vu de nouvelles boîtes de sous-traitance arriver et Dassault, sans doute par manque de capacité de recrutement, sous-traite de plus en plus de postes qui jusque-là étaient réservés à Dassault, au travers Dassault. Mais donc effectivement, une partie significative des collègues dans la sous-traitance, notamment avec un peu d'expérience et qui sont un peu bons dans leur job, partent pour Dassault ou pour une mission plus intéressante professionnellement ou financièrement chez un autre sous-traitant. De fait, des collègues qu'on a formés se retrouvent à partir et il faut alors recommencer à former un nouveau collègue. Bon, évidemment, ce pillage, il pose énormément de soucis à force, et tellement de soucis que les boîtes se sont entendues pour ne pas recruter un ouvrier d'une autre boîte dans les 2 ans qui suivent son embauche. C'est une règle qui est relativement respectée, qui avait cours il y a encore quelques années, qui avait été abolie il y a quelques temps parce que Dassault avait vraiment besoin de monde, mais qui là commence à être réinstaurée pour pas trop créer de perturbations dans la production. Donc voilà, sauf rares exceptions, ça a l'air d'être, il me semble, un peu respecté. Même si du coup, Dassault a fait passer par exemple des tests de recrutement à de jeunes embauchés qui seront pris à Dassault normalement dans 1 an et demi si tout va bien, mais ils sont déjà à peu près sûrs de pouvoir partir si la situation ne change pas pour l'aéronautique et le militaire. De fait, entre le moment où Dassault vous accepte et votre réelle embauche, Dassault accorde 6 mois de délai aux entreprises pour vous remplacer. Par contre, bien sûr, tout ça ne concerne pas les intérimaires qui représentent une part importante des collègues et qui certains ils se définissent eux-mêmes comme des mercenaires se vendant au plus offrant. Donc effectivement, quand ta mission est finie, si tu as trouvé autre chose ailleurs, tu te casses et tu vas faire un truc qui te plaît plus ou qui est mieux payé, quoi.
Bon, mais tout ça, ça témoigne quand même d'une situation de sous-effectif un peu permanent, quoi, qui aggrave forcément nos conditions de travail. Et par ailleurs, avec le départ de certains, on a des zones de travail qui se retrouvent avec une majorité de jeunes embauchés, voire de gens qui sont sortis de CQPM il y a 3, 6 mois, 1 an. Quand on pense qu'en formation, on nous disait parfois « ouais, il faut 10 ans pour former un bon ajusteur », 3 mois a été pratiquement seul sur poste, ça fait un peu peur, quoi. Mais donc forcément, l'efficacité et la qualité de travail, elles s'en font parfois ressentir, avec des collègues formés très rapidement, trop vite laissés seuls, voire à former eux-mêmes de nouveaux éléments alors qu'ils sont là depuis pas si longtemps. Vous imaginez bien du coup la pression qui repose sur eux, tenir à la fois les cadences et livrer un produit de bonne qualité. On rappelle qu'il s'agit d'avions pouvant transporter des explosifs, ou parfois, parce que Dassault c'est aussi des avions civils, c'est quand même, il y a des gens dedans. Bon, alors certes c'est des bourgeois, vous me direz, parce que Dassault c'est des trucs de luxe, mais quand même, voilà, on n'a pas forcément envie que ça tombe. Donc assurer tout ça, la qualité et la rapidité de travail, en ayant très peu d'expérience, forcément c'est beaucoup de stress, quoi. Et d'ailleurs ça cause encore de nouveaux départs. Et ces nombreux départs, dont fait relativement de nouveau des gens aussi qui quittent Dassault à un peu tous les niveaux de la production, montrent à la fois que les conditions de travail et les salaires sont loin d'être satisfaisants, mais aussi que les collègues ont conscience de la forte demande en main-d'œuvre et donc la possibilité pour eux de se rendre ailleurs. Un sentiment qui est un peu renforcé par le fait que des augmentations de salaire, elles sont faibles, surtout rapportées à l'inflation et à la situation plus que confortable du secteur. Les NAO, là, cette année, dans les principales boîtes militaires et aéronautiques, il me semble, ça a tourné autour des 4%. Dans la mienne, je ne me souviens plus exactement quel était le pourcentage, mais on avait un talon de 70 €, ce qui est quand même pas énorme, mais qui nous a été vendu comme un truc un peu formidable, quoi. Mais effectivement, du coup, il y a tout un tas de collègues qui se disent sans la pression de l'armée de réserve là, qui tambourine aux portes de certaines usines, il y a clairement moyen pour nous de négocier un meilleur salaire ailleurs. Et c'est aussi un peu peut-être l'indice qu'on pourrait peut-être envisager une bagarre collective sur les salaires. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait se discuter, quoi. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas, même si c'est vrai qu'il y a eu au moment des NAO quelques débrayages, notamment chez Dassault, mais pas uniquement chez Dassault. Mais c'est vrai que on se dit que cette situation pourrait justifier des réactions collectives, quoi. Rapidement, quelques mots quand même, un peu, même si tu l'as un peu évoqué, sur la question de savoir si toute cette propagande d'État sur la guerre et le réarmement, ça marche tant que ça. Pour être honnête, j'ai pas l'impression que ce soit là-dessus que Dassault communique le plus. Sur un effort qu'il faudrait faire pour le pays, pour son rayonnement et la défense face à une menace de conflit, on ne sait pas trop. Ça existe sans doute, mais c'est pas tellement ce qu'on entend tellement, quoi. C'est sans doute utilisé dans certaines boîtes de l'industrie de l'armement en général, mais moi je l'ai pas trop entendu, et en tout cas je l'ai pas trop entendu repris par des collègues non plus. J'ai jamais eu trop de collègues pour me dire que c'était important de produire pour assurer la défense de la patrie, ce qui est rassurant quelque part, mais il n'y a pas non plus une révolte générale large sur le fait de produire des instruments de guerre, à part chez certains qui ironisent sur le fait d'être eux-mêmes pacifistes et qui se retrouvent à fabriquer des rafales. Mais c'est quand même une situation assez minoritaire. Parfois on a des collègues quand même qui disent un mot à moitié en plaisantant sur le fait que c'est emmerdant de produire des rafales, mais parce qu'on les produit pour l'Arabie Saoudite ou pour le Qatar, quoi. Qui justifient... ils essayent de dire, voilà, les rafales qu'on leur vend pourraient demain nous être utilisées contre nous. Donc ouais, là j'avoue, il y a peut-être un peu de nationalisme derrière tout ça, parce qu'ils râlent pas contre les rafales français, quoi. Il y a peut-être aussi un accent un peu raciste là-dedans, parce que je les entends moins dire « Ah là là, on produit pour les Grecs, ça fait vraiment chier ». Les cas qui reviennent le plus, c'est quand même Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis et Qatar. Mais ceci dit, on n'est pas à l'abri d'une aggravation encore de la situation géopolitique et d'une explosion... une exploitation de cette situation pour nourrir une propagande de production militaire acharnée.
ni qu'un tel discours patriotique se développe parmi les collègues. Il faut bien sûr être vigilant et s'opposer à ces discours dès qu'on les entend, mais y compris en tenant tête aux collègues qui le reprendraient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Bon, face à tout ça, et pour essayer de conclure assez rapidement, en tant que militant révolutionnaire, on se pose forcément la question de ce qu'il faut dire, faire dans ces boîtes-là, quoi. Bien sûr, on met en avant la nécessité de ne pas se laisser diviser, notamment entre sous-traitants et donneurs d'ordre. C'est un vrai enjeu. On défend la question de meilleurs salaires et de la fin des cadences infernales, qu'il s'agisse de s'opposer aux augmentations de cadences, même si ce n'est pas trop ce qu'on entend le plus en ce moment, ou d'exiger que les conditions soient respectées pour qu'on puisse au moins produire sans que la surcharge, enfin que l'augmentation de la production repose sur nous, quoi. Seulement, bien sûr, et sans jamais les opposer aux revendications sur les salaires et les conditions de travail, on est un peu aussi conscient, nous en tant que militants, que nos patrons, c'est des marchands de canons et des marchands de morts, quoi. Et qu'il s'agit un peu parfois de les dénoncer quand même comme tels. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de reprocher aux collègues de participer à une production, enfin bon, on serait mal placé pour dire « Ah, au fait, bande de salauds, vous fabriquez des Rafales », déjà parce que je le fais aussi, donc il ne faudrait pas que ça sonne comme ça, quoi. Mais même en tant que militant, on n'a pas forcément envie de leur dire, de les rendre responsables de ce que leurs patrons les font produire. Et donc il ne s'agit pas non plus de dire que... pardon, je me suis perdu. De ne pas se battre quand Dassault décide de produire plus pour imposer de le faire au moins dans des conditions décentes. C'est évident que voilà, on défendra évidemment les collègues qui ne veulent pas porter la charge de cette augmentation de la production. Donc effectivement, les embauches et l'achat de matériel, par exemple, c'est des revendications qui sont qu'on défend tout à fait. Il ne s'agit pas non plus aujourd'hui d'exhorter nos collègues à transformer la production dès aujourd'hui pour, à la place des Rafales, fabriquer des machines à IRM et des moissonneuses-batteuses, ce qui serait quand même plus utile, mais certes. Mais bien sûr, il faudrait une toute autre situation, à la fois chez Dassault et dans l'ensemble de la classe ouvrière, et en fait d'être en capacité de discuter, de s'emparer rapidement de l'appareil de production pour avoir un peu ces revendications-là. Bon, en attendant, c'est vrai qu'on peut parfois en discuter quand même avec des copains, les copains les plus proches, quoi, avec qui on peut avoir ce genre de discussion parfois, ou dans notre propagande générale, effectivement, de temps en temps, un peu épingler nos patrons pour ce qu'ils sont. Mais c'est aussi évident qu'avec la montée du militarisme et éventuellement de futurs conflits, on va se poser un certain nombre de problèmes. Il va se poser un certain nombre de problèmes à nous qui travaillons dans ces secteurs-là et auxquels il va falloir qu'on se confronte. Et ça peut être aussi l'objet de la discussion qu'on va ouvrir maintenant, si ça vous convient.